Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver avec toujours ce scénario défendu donc d'une avancée du dollar américain pour toutes les raisons, on va dire fondamentalo-techniques défendues dans nos colonnes et un taux de change USD-Yen qui semble en effet réaliser une nouvelle cassure technique haussière. Alors l'euro-dollar lui teste la partie basse d'un range à 1,10-20 dollars. On va en parler. La macro américaine, toujours solide. Depuis le début de la semaine, ce sont des statistiques dans l'immobilier résidentiel ancien qui ont été publiées. Et en début d'après-midi, des éléments immobiliers qui nous permettent de nous projeter, notamment les mises en chantier. Un ensemble statistique à nouveau solide, en tout cas qui dépasse assez largement le consensus. Permis de construire, permis de bâtir, mise en chantier en rythme annuel, en rythme mensuel. Bref, la macro américaine, décidément, n'est pas comparable à la macro zone européenne. Quand bien même la macro US est solide, la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux la semaine prochaine. Mais malgré tout, cela donne toujours, et peut-être aussi à court terme pour l'aspect refuge lié au risque politique européen, un avantage au dollar américain. Laissez-moi revenir sur cette stratégie largement défendue dans nos colonnes, notamment dans le Good Morning Euro Dollar, qui consistait à s'exposer directement au dollar américain via le CFD. Ça fait 2 semaines qu'en utilisant l'analyse technique, j'envisage une sortie par le haut de ce range, c'est chose faite. Alors, je suis assez content pour le coup, ça a pris du temps. À la base, ce qui m'avait permis d'envisager que ça fonctionne bien, c'est l'analyse technique du DXY. Alors, on passe un moment quand même sur l'avertissement sur les risques liés au trading. Donc, trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors donc parlons bien. L'analyse technique du DXY permettait d'envisager un double bottom, cela est fait. On a encore un petit incrément de hausse. Je visais une remontée vers 97,50 ici sur l'US Dollar Index de FXCM. Donc ce sont des choses qui sont encore possibles et qui donnent à court terme davantage de potentiel de hausse pour le dollar américain. Alors, dans cette émission cet après-midi, je vous rappelle donc la saison des trimestriels aux États-Unis. Goldman Sachs, Microsoft après bourse. Pour l'instant, les banques américaines ont publié des bons résultats. En tout cas, elles ont dépassé le consensus. Encore hier, Bank of America, qui est la grosse banque de détail aux États-Unis, c'est celle qui détient le plus d'agences bancaires, banque retail, aux États-Unis, donc qui termine en hausse. Alors, comment expliquer quelle est la part dans ces nouveaux sommets de Wall Street due à la défiance vis-à-vis de l'Europe? On va dire que Wall Street est vu comme un marché action refuge. Quelle est la part à proprement parler de l'aspect refuge ou vraiment de la macro et la micro US? Personne ne peut répondre. Mais ce qui est certain, c'est que ça reste le bon marché pour des stratégies tendancielles à la hausse. L'US Dollar Index de FXCM sort par le haut enfin de ce range. J'envisageais que cela se produise de longue date, notamment depuis cette structure en double bottom, cette petite phase de transition latérale, l'alignement des moyennes mobiles, le positionnement du RSI au-dessus de 50, l'approche prix-momentum permettait clairement d'envisager donc une hausse de ce US Dollar Index. Alors pour Bank of America, je ne dis pas que les résultats sont bons. En fait, tout est relatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mauvais dans l'absolu, mais dans cet absolu mauvais, moins mauvais que ce que l'envisageait le consensus, ce qui permet à ce moment-là, donc, au titre d'être recherché. Mais bien sûr qu'il y a aussi une part de l'aspect refuge du marché action américain, du secteur bancaire américain vis-à-vis du secteur bancaire européen, donc, et ça personne ne peut le quantifier, ça reste très difficile. Parce que le risque politique qui se matérialise en Europe, ça fait longtemps que ça n'avait pas pris autant d'ampleur. On a eu le Royaume-Uni, le Brexit, les incertitudes ne sont pas levées. Le week-end dernier, la Turquie, même si ce n'est pas l'Union Européenne, c'est la porte. Et puis il y a un certain nombre de poids lourds de la zone euro qui sont très exposés en termes de chiffre d'affaires en Turquie. Dans le CAC 40, regardez la part du chiffre d'affaires de Renault, par exemple, en Turquie. Donc il y a des choses comme ça qui font que ça entretient la défense. Le risque politique, qui est vraiment difficile à envisager pour la valorisation boursière, eh bien, arrive en Europe. Donc même si la Turquie, c'est pas l'Union Européenne ou la zone euro, il y a des poids lourds de la zone euro qui font du chiffre d'affaires là-bas. Dans le CAC 40, il y a Renault, mais il n'y a pas que Renault. Il y a aussi des acteurs des médias en Europe, des acteurs industriels en Allemagne aussi, puis le secteur financier, bref.
Donc voilà, c'est pourquoi c'est vraiment pas venu aider la classe d'actifs des actions européennes. Donc l'US Dollar Index, toujours le leader. Le fait qu'on sorte par le haut ici du range me permettra de dire bientôt que les 12 050 sont support. Alors attention, hein, la séance n'est pas terminée. On a ici un chandelier journalier daily. C'est quand même bien parti pour progresser. C'est quand même propre. Et donc si cela a lieu ce soir à la clôture de la session Forex aux États-Unis, donc à 22 heures, on pourra parler ici d'un nouveau support. Et à ce moment-là, je viserai l'extension de Fibo à 12 130. Donc on peut envisager un dollar US se rejoindre d'ici ces 12 130 lors des prochaines heures. Alors l'USD Yen, la cassure haussière, elle n'est pas encore là, mais l'idée c'est que c'est toujours positif au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes en H4. Rappelez-vous, hier on a eu un piège baissier, fausse cassure et intégration. Et souvent lorsqu'on a un piège technique, on a le mouvement opposé qui se développe. Alors voilà, c'est plus ou moins ce que je vous ai proposé comme vue de marché. Par contre, je vais être tout à fait honnête, j'hésitais entre soit la sortie par le haut de la compression MM20 106.30, soit d'abord un pullback à 104. Le marché fait son choix là, porté par un USD clairement leader, de tenter une cassure technique haussière. AUD USD toujours baissier, j'envisage une baisse encore vers 0,7450. USDK donc continue de balayer le range, prise d'appui sur les moyennes mobiles. Bon, si là ça remonte, l'idée c'est de revenir chercher 1,3130, 1,31, mais ça reste un range, c'est pas directionnel, je suis toujours méfiant des ranges, mais un RSI D1 toujours parfaitement oscillatoire autour de 50. Le taux de change NZD USD, je visais 0,70, ça a été fait. Je n'ai plus de stratégie à vous proposer dessus. Et l'eurodoll, eh bien, le risque baissier est maintenu sous la moyenne mobile à 20 jours. Ça reste par contre mon anticipation. Aujourd'hui, c'est pas l'euro qui est vendu, c'est le dollar US qui continue son avancée, qui met un peu de pression encore sur l'eurodoll. Alors je suis en train de me poser la question si finalement depuis ce bearish engulfing et la cassure ici de l'oblique, on n'est pas parti pour aller directement chercher les 1,0950. C'est possible. L'incertitude demain, c'est bien sûr la BCE et les dissensions au sein du comité de politique monétaire de la BCE. Donc je serais méfiant, mais vu la force du dollar US, bon, c'est pas le meilleur véhicule pour acheter le dollar US, clairement. Ça valait pas la vente à USD, la vente NZD USD, ou encore même hier le petit achat USD4 sur support, voire l'achat tendanciel de l'USD Yen. Regardez les chandeliers weekly de toutes les paires en yens la semaine dernière. Alors maintenant l'eurodoll, bon, c'est pas très directionnel, mais sous la 20 jours. Vous voyez, une belle moyenne mobile à 20 jours, qui a été brisée d'ailleurs le 24 juin, donc lorsque il y a eu le vote des Britanniques favorable au Brexit. En dessous, c'est sous pression. Après, c'est pas très directionnel. Le GBP USD est toujours ce scénario vendeur sous la moyenne mobile à 20 jours qui prend cette fois-ci un peu plus de corps. Ce scénario baissier GBP USD vous est aussi proposé à la hausse sur l'euro GBP au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc honnêtement, sur ces deux marchés, je pense que vous pouvez uniquement positionner, moi j'aime bien les graphiques épurés, MM20 jours daily, GBP USD, MM20 jours daily, euro, GBP. Donc l'eurodoll là donne pas de signal, puisque je vous rappelle qu'en cours de clôture, voilà, c'est indice 20. Donc là, on est dessus, donc on peut rien faire. Alors il y en a qui payent, il y en a qui achètent le bas du range, en jouant une BCE qui refait monter l'euro-dollar. Ça peut être difficile quand même lorsqu'on regarde récemment la macro de la zone euro, qui a été très décevante en juin. Prenez encore la semaine dernière, l'indice des prix à la consommation au sein de la zone euro qui est ressorti en forte baisse en juin. On est toujours très en dessous de l'objectif de la Banque Centrale Européenne qui est de 2%. On était à moins 0,7 en rythme annuel en juin. Donc, alors est-ce que demain la BCE va baisser ses taux? Le marché ne l'attend pas. Ce qui serait vraiment une surprise, ce serait que demain, que la Banque Centrale Européenne adopte un taux de refinancement négatif. Actuellement, il vaut 0. Il vaut 0,0%. La seule banque centrale majeure qui a un taux négatif, refinancement majeur je dis, je ne parle pas de la BNS, c'est la BOJ qui est à moins 0,10. Si jamais demain,
BCE bascule son taux de refinancement, alors pas demain, pardon, jeudi 21 juillet, à moins 0,10. À ce moment-là, c'est euro qui peut se retrouver sous pression. Pour l'instant, c'est le dollar qui est payé. Il n'y a finalement pas mieux que de s'exposer directement à l'indice dollar. Bon, par contre, là, forcément, fallait y être, hein, mais il y avait l'opportunité technique, hein, on en a beaucoup parlé ces dernières séances, donc j'arrive pas après coup, c'est sorti. Alors, toute honnêteté, c'est vrai un scénario baissier euro-dollar qui, pour l'instant, ne se matérialise pas. C'est pas aussi pour autant. Donc tant qu'on est sous MM20 jours, j'écarte des achats. Mais ça reste neutre, ça reste un range trading, donc on attend le breakout. Crapulus qui nous dit carton plein sur l'euro dollar à la vente, ça veut dire que vous avez bien vendu, probablement en haut. Alors, on va regarder les marchés actions US, parce que c'est quand même le Wall Street Insider, donc c'est parti. Le SP500, le Nasdaq 100, le Dow Jones. On va revenir aussi sur les matières premières et puis je vous invite à laisser traîner des questions. Notamment sur des actifs dont je ne parle pas mécaniquement, hein, les paires croisées, les paires mineures, etc. Alors, les indices européens, rien n'a changé depuis ce matin. Ça consolide après avoir comblé les gaps baissiers post-Brexit. Est-ce que c'est terminé? Je ne suis pas certain. On a cassé MM20. Elles se sont mises à plat en H4 sur GR30, FRA40 et EUSTX50. La MM20 H4 et la MM50 H4. Partout, donc elles se sont mises à plat. Je pense que dans le meilleur des cas, on peut avoir un range à court terme entre les deux niveaux. Bon, l'idée c'était de revenir chercher 4003, 4285. Regardez sur le GR30. Je pense toujours. Est-ce qu'on peut aller précisément tester 9900? Moi, je vais garder ce point de vue. La seule chose qui serait positive, c'est de redépasser à la hausse MM20 H4. Donc moi, en dessous, je me méfie. Après, c'est vrai que le USTX50, il a fait pile poil le pullback sur le précédent niveau horizontal. Mais bon, voilà. En fait, dans le meilleur des cas, sur les actions européennes, je pense qu'on va faire du surplace. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'on est en train de faire. Toutes les MM, donc 20, 50, H4, FRA40, GR30, EUSTX50, elles sont plates et parallèles en plus. On fait du surplace. Et c'est vrai que depuis qu'on est basculé dessous, je pense qu'on peut baisser davantage. Les indices US, toujours pareil, je vous remonte ce graphique en échelle logarithmique. Les cours de clôture en données hebdomadaires ici de l'indice S&P 500 en échelle logarithmique avec la cassure technique la semaine dernière, nouveau sommet historique ici aux États-Unis. Bon, c'est assez épatant ce marché. En données journalières, on fait même pas de pullback sur l'ancien sommet historique, c'est ça qui est complètement dingue. Le précédent sommet historique, alors ça peut arriver, hein, attention, 2137. Franchement, ça peut être un scénario. Alors là, on fait un petit range, mais franchement, à un moment ou à un autre, il peut y avoir un mouvement de retour entre 2127 et 2137, un pullback. Là, ça pourrait être un point d'entrée. Regardez aussi l'US 30, le CFD US 30, là qui représente donc le Dow Jones. Bon, les précédents sommets historiques ici à 18 365 ont été brisés par le haut. C'était donc les sommets ici du 18 mai 2015. Et ça fait pas de pullback, mais ça va finir par avoir lieu, hein. On va d'ailleurs mettre quelques indicateurs de tendance sur le SP500, les fameuses moyenne mobile à 20 périodes. Ici, donc sur le SP500, voilà, elles sont assez loin du niveau actuel. Tôt ou tard, on va revenir à leur contact, hein, donc attention. Et c'est pour vous montrer à quel point l'Europe a vraiment pas de chance, j'ai envie de dire. On n'en profite pas, nous, des nouveaux records historiques de Wall Street. On n'en profite pas du tout. Moindre faiblesse technique, ça baisse, elles sont vendues. C'est vraiment pas évident. Donc voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tôt ou tard on aura ce mouvement là, hein, gros mouvement de retour, et ça repartira peut-être derrière. Et je pense que s'il y a un pullback, ça aura lieu avant la Fed. On est le 19, bon, ça peut avoir lieu en fin de semaine, ce qui d'ailleurs, si ça intervient aux États-Unis, juste un retracement sur les précédents sommets historiques, alors nous en Europe, on s'enfonce. Le mercredi 27 juillet, avec une Janet Yellen, qui d'ailleurs ne va probablement pas s'exprimer. Non, alors mercredi 27 juillet, il n'y a pas de conférence de presse la semaine prochaine. Il y aura simplement à 20 h un communiqué de presse qui sera rendu, qui sera publié par la Fed. Bon, je vois bien déjà un communiqué parler des risques connexes.
de l'Europe, du Brexit, et avec une conclusion de la Fed qui vous dira, malgré la macro US solide, on ne relève pas les taux. Et puis, la Fed mentionnera aussi, comme elle l'a fait dans son livre beige la semaine dernière, l'absence de pression inflationniste. En l'état, une politique monétaire qui n'est pas qui ne doit pas être restrictive parce qu'on n'a pas à lutter contre une pression trop forte de la hausse des prix. Par contre, la dynamique des prix reste positive aux États-Unis, à la différence de l'Europe, notamment la dynamique des salaires, mais pas suffisamment pour que cela amène une modification de la politique monétaire conventionnelle, donc les taux d'intérêt. Bon, le marché du travail, on sait qu'il est solide aux États-Unis. Des pullbacks, pourquoi faire? Mais parce qu'un marché ne monte pas en ligne droite. Et d'autre part, le marché action anglo-saxon, c'est un marché de hedge fund, de fonds, c'est un marché technique, beaucoup plus que le marché action européen. Tôt ou tard, il y a aussi des vendeurs qui envisagent par exemple qu'on soit en bulle et qui vont vouloir tester les acheteurs, donc qui vont se mettre à shorter, revenir sur les précédents sommets historiques, voir si les gérants classiques, ceux qui sont long only, ont vraiment envie d'aller plus haut. Donc il y a aussi, juste comme ça, un aspect de capitaux selon la catégorie d'investisseurs, donc les hedge funds, les spéculatifs qui veulent vouloir vendre des sommets historiques en mode bulle, ça va couler. Et puis la gestion classique qui se dit, bon, bah, on revient sur les précédents tops historiques, c'est l'opportunité de recharger. C'est pour tester aussi la motivation. Les marchés financiers testent les banques centrales. Il y a beaucoup de catégories de traders et d'investisseurs et d'institutionnels et se testent entre eux aussi. Donc ce type de comportement humain explique aussi voilà. Alors en effet, Tony, on est déjà en range aux US, donc un range légèrement ascendant. Donc c'est la meilleure des consolidations, c'est celle qui est aussi armée. Je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, on aura vraiment un retracement. Et d'ailleurs, ce serait souhaitable, ne serait-ce que on a un écart. On peut travailler ce qu'on appelle la disparité aux indicateurs de tendance, l'écart relatif des prix aux indicateurs de tendance. Ça peut être représenté sous la forme d'un spread, hein, tout simplement. Une ligne ici, un oscillateur qui positionne les prix vis-à-vis d'une moyenne mobile. Et autant vous dire que là, le SP500 se situe, eh bien c'est simple, 50 points, 2,5-3% au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Je suis assez persuadé que c'est un haut de range. Il y a un indicateur que vous pouvez télécharger sur FX Code Base qui représente l'écart en pourcentage d'un prix à la moyenne mobile qui vous intéresse. Ce qui vous permet de voir historiquement quand est-ce qu'on a un retour à la moyenne envisageable. Il y a certains actifs qui, généralement, dès qu'ils sont 3 ou 4% au-dessus de certains indicateurs de tendance, reviennent à la moyenne. Je vais revenir dessus, je le rajouterai sur la plateforme et j'essaierai de vous le présenter. Mais voilà, je pense, moi, qu'on aura un mouvement de retour. On me trompe peut-être. Alors Tony me dit, mais le problème d'attendre les pullbacks, c'est qu'on reste souvent en gare. C'est possible, mais au moins, le marché se renouvelle en permanence et en étant patient, et il y a souvent des pullbacks en couvrant plusieurs actifs, si on est patient, c'est là où on peut vraiment bien gérer son risque. Donc je ne sais pas si ça va se passer, personne ne le sait, mais si c'était le cas, ce sera parfait. Voilà, alors on va repasser sur les matières premières et ensuite je répondrai à vos questions sur le marché d'échange. Alors, donc ce matin un Commodities Market Report et cet après-midi un marché qui est exactement au même prix. L'idée sur les contrats de pétrole, j'appelle ça les pétroles, bon, façon de parler, mais c'est le Brut US, le CFD US Oil et le Brent, le CFD UK Oil. Là aussi, vous pouvez complètement épurer votre chart, vous mettre en daily, mais mettre la MVA 20 semaines. Ou sinon, vous allez en weekly. Mais c'est aussi important de travailler vos chandeliers D1 vis-à-vis de la MM 20 semaines. Et c'est le point commun de ces deux CFD, c'est qu'elle est en soutien et historiquement, on voit bien que ça capte des tendances. Il y a deux choses quand on travaille les moyennes mobiles. Il y a la direction de la moyenne mobile et le positionnement des prix par rapport à la moyenne mobile. Donc là, on est au-dessus et sa pente est ascendante. Donc jusqu'à preuve du contraire, elle peut être utilisée en support. Vous croisez ça avec le chartisme, une compression en biseau. Bon, ok. L'idée, c'est quoi? On peut avoir une tactique de trading positive pour la simple et bonne raison que le risque est limité à quelques dizaines de centimes de dollars. Donc c'est le plus important pour moi, c'est d'avoir, financièrement parlant, une vision claire du risque. Et là, c'est le cas. D'autre part, l'approche intramarché, ce sont deux CFD différents et qui présentent la même analyse technique. Attention à une chose, si elle est brisée, c'est inenvisageable de rester en position. Et c'est pas acceptable. On ne moyenne pas, on accepte l'erreur de la vue de marché. Et l'once d'or qui tente chaque jour de répondre à la question
où faut-il m'acheter? Moi, Gold, qui réalise une superbe année 2016. Est-ce qu'on m'achète à 1320 ou est-ce qu'on m'achète à 1300? Alors, pour l'instant, depuis 4 séances, le métal, ici le CFD, vous dit que 1320 c'est un bon prix d'entrée. Il y a deux possibilités, soit on fait encore un range au-dessus de 1320 jusqu'à revenir au contact de cette ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du mois de juin et surtout le point bas du grand corps positif du 24 juin, qui est le grand corps positif post-vote britannique favorable au Brexit, donc c'est l'aspect reçu, ou carrément le retracement à 1300 qui serait le point d'achat parfait. Aujourd'hui, le marché ne donne pas la réponse. La seule façon de la donner, c'est de briser une résistance. Et la seule façon de confirmer que 1320 est le bon support, c'est de redépasser 1342 $. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc pas de réponse pour le moment. Ici, sur le métal jaune. Alors, j'enregistre la disposition et on repasse sur le Forex. Alors, visiteur me dit, est-ce que le DAX peut aller à 9800 aujourd'hui? C'est mal engagé, hein. En Europe, on fait beaucoup de surplace là. Mais si jamais Wall Street retrace, c'est tout à fait envisageable. Moi, sur le GR30, le fait qu'on ait brisé MM20H4 m'invite à viser la MM50H4. Alors attendez, je reviens sur le GR30. Et on va le regarder ensemble. Donc, il est là. Voilà, on l'a brisé. L'idée c'était la 9900, on a fait 9922. Ça tente de repartir parce que les indices US sont haussiers, qu'il est 15h36 et que le marché spot vient d'ouvrir aux États-Unis. Écoutez, on brise MM20. C'est normalement un signal vendeur, mais ces moyennes mobiles sont à plat. C'est ça aussi qui est dérangeant. Si jamais on refranchit MM20H4, eh bien j'aurais eu tort. Donc la stratégie qui consiste à penser que ça peut baisser davantage a une invalidation au-dessus de MM20H4, qui est le point de cassure de ce matin. Et dans ce cas, je me serais trompé. On verra. La question de savoir est-ce qu'on peut aller à 9800, ce serait effectuer un pullback sur ce niveau horizontal. Si j'avais uniquement le GR30 et le FRA 40, j'aurais une conviction qu'on peut aller plus bas. L'Eurostoxx 50, lui, a fait déjà son support horizontal. Limite, lui, se paye. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir envie d'acheter l'Eurostoxx 50 et de vendre le DAX. Il y en a un des deux qui ment. J'ai pas la réponse. Par contre, il y a une gestion du risque, comme d'habitude. Vous allez me dire, je répète ça tout le temps. Bah oui, mais pourtant, c'est comme ça que ça marche. Donc non, mais pour vous répondre franchement, tant qu'on est sous MM20, donc en fait, le niveau d'invalidation, je dirais que ce serait... on va prendre le point ici le plus bas, c'est 10 020 quoi. C'est vrai que si on franchit 10 020, on a fait le point bas quoi. Donc je vais le mettre ici en invalidation. Et tant qu'on est en dessous, il y a quand même un risque de rebaisser vers la MM50. Donc je reste à très court terme encore en faveur de davantage de corrections. Parce que ça fait quand même depuis début juillet qu'on monte un peu en ligne droite. Tant qu'on reste sous cette résistance. Tout va dépendre en fait de ce que les gérants de fonds vont faire aux États-Unis, les money managers, lors des 2 prochaines heures. Là, c'est vrai qu'il y a une consolidation légèrement ascendante sur l'US 30 et le SP 500. Ici, les money managers là-bas veulent revenir tester les précédents sommets historiques. Ça va remettre un coup de pression vendeuse en intraday ici sur le GR30. Alors le Nasdaq semble punchy plus que le dos, déjà il rattrape son retard. Il y avait aussi peut-être des résultats qui boostent un peu le Nasdaq qui ont été publiés hier après bourse. Ce soir il y a Microsoft, je sais. On va regarder le Nasdaq. Alors le Nasdaq lui a cassé une résistance. Il a cassé les 4590, c'est clairement haussier, non mais de toute façon ces marchés actions US sont complètement dingues. Techniquement parlant, hein, si le Nasdaq s'aligne sur ce qu'on fait, le SP500 et le dos, ça permet de revoir les 4737 quoi. Donc, je vais juste là aussi mettre une moyenne 20 jours. Alors c'est parti, hop. Voilà. Alors ce qu'elle donne celle-là. Méfiez-vous hein, à Wall Street. Bon, bien sûr que c'est un marché perché, mais à un moment ou à un autre, il y aura un retour à la moyenne. Donc ça va pas aider les indices européens. Je pense pas que le timing soit encore venu là de payer du GR30. Je me trompe peut-être, hein. Mais techniquement parlant, de toute façon,
la correction, on l'a commencé à peine hier. Donc ça me paraît un peu court. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc on s'arrête là. Merci d'avoir été attentif au Wall Street Insider. À partir de demain reviennent les points quotidiens Ishimoku. C'était mis entre parenthèses pendant une semaine. Donc ça revient demain sur notre site. Et nous sommes mardi 19 juillet, donc il n'y a pas de webinaire à 16 h. La prochaine émission, c'est Sylvain. À 17 h 30, la closing bell. Et ce soir à 18 h, on revient sur les caractéristiques du swing trading. Êtes-vous un swing trader ou un day trader? On revient ce soir sur les éléments qui permettent de définir ça. Et ça vous permettra de savoir dans quelle catégorie et les conséquences que ça a. Merci à tous et bon après-midi sur les marchés.